Je suis assise dans la cuisine depuis la nuit dernière. La chaise est dure. Je n'ai pas mis de coussin. Le carrelage est froid sous mes pieds nus. La fenêtre est entr'ouverte, mais l'air ne circule presque pas. Il fait encore sombre dehors, une lumière grise, sans forme. L'horloge du four indique 5h17. Elle avance de 2 minutes, je le sais. Je ne la règle jamais. Je préfère connaître son erreur que la corriger. Je ne dors plus depuis 3 jours. Je ferme parfois les yeux, mais le corps reste éveillé, tendu, comme s'il attendait un signal. Je n'ai pas faim. J'ai bu de l'eau du robinet, lentement, en comptant les gorgées. Tout est prêt. Il reste seulement cette lumière au plafond, trop blanche, trop directe, que je n'ai pas encore éteinte. Quand je le ferai, ce sera terminé. Pas immédiatement, mais irréversiblement. Avant cela, je dois raconter comment tout a commencé. Pas pour être excusée, pas pour être comprise, pour fixer les faits, tant qu'ils ne se déforment pas. Avant, ma vie était simple, pas heureuse, pas malheureuse, stable. J'avais 38 ans. Je vivais à Clermont-Ferrand dans un appartement de 60 mètres carrés au 3e étage sans ascenseur. L'immeuble datait des années 70. La façade avait été repeinte récemment, mais l'intérieur était resté le même. Les murs étaient peints en beige depuis longtemps. Le plafond de la cuisine portait une fissure fine, presque droite. Le parquet grinçait près de la porte de la salle de bain, toujours au même endroit. J'évitais cette lame de bois quand je marchais la nuit. Adrien ne l'évitait pas. Chaque matin, je me levais à 6h45, pas de réveil. Mon corps se réveillait seul. Je mettais de l'eau à chauffer. 2 cuillères de café, une seule de sucre. Toujours la même tasse ébréchée sur le bord. Je buvais debout près de l'évier en regardant la cour intérieure. Les mêmes poubelles alignées, les mêmes vélos attachés, les mêmes fenêtres fermées. Ensuite, je réveillais mon fils. Il s'appelait Adrien. Il avait 19 ans. Il parlait peu le matin. Il se levait lentement, sans se plaindre. Il restait parfois assis sur le bord du lit quelques secondes, immobile. Il mangeait toujours la même chose, du pain, du beurre, parfois un yaourt nature. Il laissait la cuillère dans l'évier. Il ne rangeait jamais. Il partait à 7h20. Je regardais sa silhouette descendre la rue depuis le balcon. Je distinguais sa veste sombre, son sac sur l'épaule droite. Je restais immobile jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin, près de la boulangerie. C'était devenu un geste mécanique, comme vérifier que la porte était bien fermée. Je travaillais comme assistante administrative dans un cabinet médical. Contrat à durée indéterminée. 32 heures par semaine. Le salaire arrivait le 28 de chaque mois. Je savais exactement combien il restait après le loyer. Je classais des dossiers, je répondais au téléphone, je faisais des photocopies. Les médecins changeaient parfois, les patients restaient un peu les mêmes. Les patients me confondaient souvent avec une infirmière. Je ne corrigeais pas. Cela ne changeait rien. Je connaissais leur nom avant même qu'ils parlent. Je reconnaissais leur voix. À midi, je mangeais seul, toujours au même café, à 2 rues du cabinet. Plat du jour, eau plate, pas de dessert. Je choisissais la table près du mur. Je payais en espèces. Le serveur ne me demandait plus ce que je voulais. Je repartais à 12h45, jamais plus tard. Je rentrais vers 18h. Adrien était déjà là la plupart du temps. Il racontait peu sa journée. Il étudiait l'électronique, il parlait de circuits, de stages, de projets à l'étranger. Il utilisait des mots précis. Je l'écoutais sans toujours comprendre. Je hochais la tête, je faisais la vaisselle pendant qu'il parlait. Le bruit de l'eau couvrait parfois ses phrases. Cela ne semblait pas le déranger. Il parlait quand même. Nous n'avions pas beaucoup d'amis. Quelques voisins que je saluais sans m'arrêter. Une collègue avec qui je prenais parfois un verre le vendredi. Pas de famille proche. Nous étions arrivés en France 12 ans plus tôt. Au début, je notais chaque dépense en euros dans un carnet à spirale. Le loyer, l'électricité, la nourriture, les tickets de bus. Puis j'ai arrêté. Les chiffres s'étaient stabilisés. La routine avait pris leur place. Le samedi, je faisais le ménage le matin. Adrien sortait l'après-midi. Je lavais les sols lentement, toujours dans le même ordre. Chambre, salon, cuisine. Je rinçais 2 fois. Le dimanche, nous mangions des pâtes. Parfois du poulet. Nous regardions les informations sans vraiment écouter. Les voix passaient au-dessus de nous. Je pensais connaître chaque variation possible de nos journées. Je croyais que les choses graves arrivèrent avec des signes visibles, des avertissements. Ce mardi-là ressemblait à tous les autres. Je me suis levé à 6h45, j'ai mis l'eau à chauffer. J'ai regardé l'horloge murale. Elle retardait de 3 minutes. Je ne l'ai pas corrigée. Adrien est parti comme d'habitude. J'ai observé son dos s'éloigner. J'ai refermé la fenêtre. Je n'ai rien noté de particulier. Pourtant, c'était la dernière matinée normale.
À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais quelque chose déjà s'était déplacé. Et je n'allais le comprendre que plus tard. Le premier jour, rien ne s'est produit immédiatement. Adrien n'est pas rentré à 18 heures. Ce n'était pas inhabituel. Il prévenait rarement quand il avait du retard. À 19 heures, j'ai réchauffé des restes et mangé seul, debout, près du plan de travail. J'ai laissé l'assiette dans l'évier. À 20 heures, j'ai envoyé un message. Une phrase courte, sans point d'interrogation. Pas de réponse. À 21h30, j'ai appelé. Son téléphone sonnait longtemps, puis basculait sur la messagerie. J'ai laissé le message vide. J'ai rangé la cuisine lentement en suivant l'ordre habituel. J'ai regardé l'écran de mon téléphone toutes les 3 minutes. J'ai attendu. À 23h, je me suis couché sans me déshabiller. J'ai gardé la lumière du couloir allumée. Je pensais entendre la serrure. Je me réveillais au moindre bruit. À minuit 40, on a frappé à la porte. 3 coups, réguliers, ni forts ni hésitants. J'ai mis mes chaussures sans réfléchir. 2 policiers se tenaient sur le palier. Un homme et une femme. Ils portaient pour des manteaux sombres. Ils ont demandé mon nom. Ils connaissaient pas déjà la réponse. Ils m'ont dit qu'Adrien était en garde à vue. Ils ont parlé calmement, sans hausser la voix. Ils ont utilisé des phrases courtes, apprises. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse. Ils m'ont demandé s'il avait des antécédents médicaux. J'ai dit non. Ils m'ont demandé s'il consommait des stupéfiants. J'ai dit non. Ils ont noté quelque chose sur un carnet. Ils m'ont donné une adresse. Un commissariat que je ne connaissais pas. Puis ils sont partis. Le palier est redevenu silencieux. Je n'ai pas dormi. À 6 heures, j'ai pris une douche. L'eau était trop chaude. Je n'ai pas ajusté. J'ai remis les mêmes vêtements. J'ai pris le tram. J'ai compté les arrêts. Je me suis trompé une fois et j'ai dû marcher. Devant le commissariat, j'ai attendu l'ouverture. Il faisait froid. Je n'avais pas pris de manteau. À l'intérieur, on m'a fait attendre dans une salle blanche, avec des chaises en plastique fixées au sol. Une affiche expliquait les droits des personnes gardées à vue. Je l'ai lu 2 fois. Les mots étaient les soulignés en gras. J'ai observé les autres personnes. Personne ne parlait. Un officier est venu me chercher. Il a regardé un dossier avant de lever les yeux. Il a dit que mon fils était soupçonné de vol aggravé et d'agression. Les mots étaient précis. Il semblait déjà décidé. J'ai demandé où cela s'était passé. Il m'a donné une rue. Je connaissais cette rue. Adrien n'y allait jamais. J'ai dit que cela devait être une erreur. Il a répondu que l'enquête suivait son cours. Il a utilisé cette expression 2 fois. Je n'ai pas vu Adrien ce jour-là. On m'a dit que ce n'était pas possible. On m'a conseillé de prendre un avocat. Le mot est resté suspendu entre nous. Avocat. Je suis sorti dans la rue. Il pleuvait légèrement. J'ai marché sans direction précise. J'ai oublié mon parapluie sur le banc, devant le commissariat. Je ne suis pas retourné le chercher. Le 2e jour, j'ai appelé un cabinet recommandé par une collègue. Le secrétariat m'a proposé un rendez-vous la semaine suivante. J'ai dit que c'était urgent. On m'a répondu que tout le monde disait cela. J'ai rappelé ailleurs. Puis ailleurs encore. Les tarifs étaient annoncés sans gêne, à l'heure, au forfait, en avance. J'ai noté les montants sur un papier, sans les additionner. Adrien a été présenté à un juge en fin d'après-midi. Je ne l'ai vu que quelques minutes, derrière une vitre épaisse. Il avait la même veste que le matin de son arrestation. Elle était au froissé. Ses yeux étaient encernés. Il a dit qu'il n'avait rien fait. Il l'a dit sans colère, comme un fait vérifiable. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit de tenir. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Le temps était compté, on a coupé la communication. Le 3e jour, il a été placé en détention provisoire. Les mots sont tombés les uns après les autres, sans pause. Risque de fuite, pression sur les témoins, trouble à l'ordre public. Je les ai notés mentalement. Je les ai répétés plus tard, seul dans la cuisine, en les murmurant. Ils n'avaient pas de sens concret. Les semaines suivantes ont suivi une logique que je ne comprenais pas encore. J'ai pris des jours de congé, puis des arrêts. J'ai vendu quelques objets. Une télévision, un appareil photo, une bague que je ne portais plus. J'ai payé un premier avocat, puis un second. Les versions changeaient légèrement. Les délais s'allongeaient. Les audiences étaient repoussées. Adrien a été transféré dans un centre de détention à 60 km. Je prenais le train 2 fois par semaine. Je consultais les horaires la veille. Je passais les contrôles. J'attendais dans des salles sans fenêtres. Nous parlions à travers un combiné fixé au mur. Il me racontait les horaires, les fouilles, les autres détenus. Il me disait de ne pas m'inquiéter. Sa voix était plus basse qu'avant. Il parlait plus lentement. Au travail, on m'a proposé un temps partiel, puis une rupture conventionnelle.
J'ai signé sans discuter. Le dernier salaire est arrivé le 28, comme d'habitude. Puis plus rien. J'ai commencé à compter à nouveau les euros. Le carnet a réapparu sur la table. J'y ai noté des chiffres que je n'aimais pas voir. Un soir, en rentrant d'un parloir annulé sans explication, j'ai réalisé que l'appartement était trop grand. Le silence n'était plus le même. Adrien n'y était plus. Mais ses objets, eux, restaient à leur place. Je me suis assise sur son lit. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé le mur en face de moi. J'ai attendu que quelque chose se produise. C'est ce soir-là que j'ai compris que je n'étais plus seulement une mère qui attendait. Quelque chose s'était refermé, lentement, sans bruit, et autre chose que je ne pouvais pas encore nommer venait de commencer. Je me suis installé dans un autre quartier 3 mois plus tard. L'appartement était plus petit, 42 mètres carrés, au rez-de-chaussée. Les fenêtres donnaient sur une cour intérieure où personne ne s'arrêtait. Le loyer était inférieur de 320 euros. J'ai payé la caution en 2 fois. J'ai laissé derrière moi des meubles que je n'avais pas la force de vendre. Je n'ai pris que l'essentiel, les vêtements, les papiers, le carnet. Les premiers jours, je n'avais pas de rythme. Je me levais tard, puis trop tôt. Je mangeais à des heures irrégulières. Je notais chaque dépense, le pain, le lait, les tickets de transport. Il restait toujours un chiffre en bas de la page que je n'arrivais pas à réduire. Je calculais combien de semaines je pouvais tenir. Je recalculais autrement. Le résultat ne changeait pas. Je faisais des ménages chez des particuliers. Des annonces te trouvaient sans sur des panneaux ou en ligne. Je prenais ce qu'on me proposait. 2 heures ici, 3 heures là. Je nettoyais des cuisines qui ne m'appartenaient pas. Des salles de bain sans trace, on me payait en liquide. Je comptais les billets avant de les ranger dans une enveloppe séparée. La nuit, je dormais mal, je me réveillais sans raison précise. J'écoutais les bruits de l'immeuble, une chasse d'eau, un pas dans l'escalier, un téléphone qui vibrait ailleurs. Je pensais à Adrien. Pas à ce qu'il ressentait, aux horaires, aux murs, à la lumière artificielle. Je me demandais combien de mètres carrés faisait sa cellule. Je n'avais pas l'information exacte. Je continuais les visites au centre de détention, moins souvent. Les trajets coûtaient trop cher. 1 fois par semaine, parfois 1 fois toutes les 2. Adrien parlait peu, il disait que ça allait. Il demandait des nouvelles pratiques. Le loyer, le travail, les papiers. Il ne me posait jamais de questions sur l'enquête, comme si le sujet était déjà clos. Cela me dérangeait plus que s'il avait insisté. En sortant des parloirs, je regardais les autres familles. Certaines pleuraient, d'autres parlaient d'eau fort. Je ne faisais ni l'un ni l'autre. Je marchais jusqu'à la gare. Je m'asseyais toujours sur le même banc. Je regardais les trains partir sans réfléchir à la destination. Je ne suivais plus les informations. Je les éteignais dès qu'elles commençaient d'un. Pourtant, certaines nouvelles me parvenaient quand même, par des conversations entendues, par des titres aperçus sur des écrans, des affaires judiciaires, des relax, des condamnations. Les mots me restaient en plus longtemps qu'avant. Un jour, au supermarché, j'ai vu une femme que je reconnaissais sans pouvoir dire d'où. Elle était bien habillée. Elle parlait au téléphone en souriant. Je l'ai observée quelques secondes. Puis j'ai compris. Elle travaillait au cabinet de l'avocat que j'avais consulté au début, celui que je n'avais pas pu payer. Elle ne m'a pas reconnu. J'ai reposé mon panier et je suis sorti sans acheter. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à remarquer des choses que je laissais passer auparavant. Des noms, des adresses, des détails administratifs. Je les notais sans intention précise. Sur des feuilles prêtes à volantes, au dos de factures, je les rangeais ensuite dans une chemise en carton. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Cela m'aidait à occuper mes soirées. Je ne parlais presque plus à personne. La collègue ne m'appelait plus. Je n'appelais pas non plus. Les journées se ressemblaient. Elles s'étirèrent sans repère clair. Je savais seulement quand Adrien appelait. 1 fois toutes les 2 semaines. À heure fixe. Je gardais le téléphone à portée de main toute la journée. Un après-midi, en rentrant d'un ménage, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres un courrier administratif. Une notification concernant le dossier d'Adrien. Je l'ai ouverte dans l'escalier. J'ai lu sans m'arrêter. À la fin, il montrait que certaines personnes impliquées avaient changé de poste, avancé, continué. J'ai relu le passage 2 fois. Ce soir-là, assise dans la petite cuisine, j'ai compris que la vie ne s'était pas arrêtée pour tout le monde. Elle avait simplement changé de direction. Pas pour nous, pour les autres. Et cette pensée, pour la première fois, ne m'a pas quitté immédiatement. Au début, je disais que je voulais comprendre. C'était la seule formulation qui me paraissait acceptable. Comprendre comment les choses avaient pu se produire ainsi, sans rupture visible, sans signal d'alerte. Je ne parlais pas de responsabilité, encore moins de faute.
Je regardais ce qui existait déjà, ce qui était écrit, ce qui avait été signé. Je me contentais de lire. J'ai recommencé à utiliser l'ordinateur plus souvent. L'ancien, lent, posé sur la petite table du salon. Le ventilateur faisait un bruit régulier. J'attendais son qu'il démarre avant d'ouvrir un fichier. J'ai créé des dossiers sans titre précis. Uniquement des dates, j'y mettais des documents administratifs, des décisions de justice, des articles locaux. Je lisais surtout le soir quand l'immeuble se taisait. Les textes étaient bantés secs, impersonnels, ils utilisaient avant toujours les mêmes tournures. Mise en examen, instruction en cours, absence d'éléments nouveaux, les phrases le semblaient interchangeables. Certains noms revenaient, pas souvent, mais suffisamment pour être reconnaissables. Un magistrat, un officier de police judiciaire, un avocat. Ils apparaissaient dans différentes affaires à des postes légèrement différents. Je notais les dates, les signatures, les mutations, les promotions, les prises de fonction. Je ne cherchais pas de lien direct, je constatais une continuité, une présence régulière, discrète mais constante. Je me suis inscrite sur des réseaux sociaux que je n'utilisais pas avant, sous mon vrai nom. Je n'ai pas changé de photo. Je ne publiais rien. Je regardais. Les profils étaient ouverts, des photos de vacances, des repas, des événements professionnels, des félicitations publiques. Certains souriaient devant des bâtiments officiels. D'autres posaient avec des collègues, badges visibles. Je notais les lieux, les heures de publication, les périodes d'absence, les répétitions. Une fois, dans un café près du tribunal, j'ai reconnu un visage aperçu plusieurs fois en ligne. Il parlait fort, il occupait l'espace, il semblait à l'aise. Personne ne faisait attention à lui. J'ai choisi une table éloignée. J'ai bu mon café lentement. J'ai observé la façon dont il consultait son téléphone, comment il rangeait ses papiers. J'ai payé. Je suis parti avant lui. Ce jour-là, j'ai écrit son nom pour la première fois sur une page entière, sans autre mention. Juste le nom. Je continuais les ménages, les mêmes appartements, les mêmes gestes. Je connaissais maintenant les emplois du temps de certaines familles mieux que le mien. Les heures de retour, les jours d'absence. En nettoyant, j'écoutais parfois la radio laissée allumée, des débats, des analyses juridiques, des commentaires d'affaires en cours. Les mots passaient, certains restaient hantes. Je les retrouvais plus tard dans les documents. Adrien m'appelait toujours. Sa voix changeait peu. Il parlait du froid, des repas, des transferts possibles, des cellules surpeuplées. Il disait que son avocat préparait quelque chose. Il utilisait ce mot sans détail. Je répondais que c'était bien. Je ne posais pas de questions. Je ne lui parlais pas de ce que je faisais. Il ne me demandait rien. Nous parlions de choses pratiques, les délais, les formulaires. Dans la chemise en carton, les feuilles se multipliaient. J'ai commencé à les classer. Par institution, par date, par personne. J'ai ajouté des intercalaires. Cela prenait du temps. Je le faisais avec soin. J'utilisais un stylo noir, toujours le même modèle. Quand il n'écrivait plus correctement, je le jetais. Je recopiais parfois des passages à la main, pour être sûr de ne rien oublier. Je savais où habitaient certains d'entre eux. Ce n'était pas difficile. Les registres étaient accessibles. Les informations dispersées, mais publiques. J'ai appris à les recouper. Une adresse fiscale, une annonce ancienne, un document oublié. Je passais parfois devant ces immeubles sans m'arrêter. Je regardais les entrées, les boîtes aux lettres, les interphones, les horaires de sortie approximatifs. Je notais les lumières allumées, les habitudes visibles. Je ne ressentais rien de particulier. C'était devenu une routine. Un soir, en rentrant, j'ai réalisé que je connaissais mieux leur organisation que la mienne. Leurs déplacements étaient bien plus clairs, plus réguliers. Je pouvais anticiper certaines choses sans effort. J'ai fermé la chemise. Je l'ai posée sur la table. Je suis resté debout longtemps, sans bouger, la main posée dessus. Ce n'était pas encore un projet, pas une décision formulée. Mais ce soir-là, pour la première fois, je n'ai plus pensé qu'il suffisait d'attendre. J'ai compris qu'attendre était déjà une forme de choix, et que je venais, sans le dire, d'en faire un autre. Je n'ai pas pris cette décision d'un seul coup. Elle ne s'est pas imposée comme une évidence soudaine. Elle s'est déposée lentement, par accumulation, à travers des constats simples, répétés, impossibles à ignorer. D'abord, j'ai admis que les voies prévues pour corriger l'erreur existaient surtout pour justifier qu'on ne les utilise pas. Les recours, les délais, les procédures. Tout était construit pour durer plus longtemps que la résistance de ceux qui attendaient plus longtemps que leur argent, plus longtemps que leur santé. J'ai compris aussi que la vérité, seule, n'avait aucun poids réel. Elle devait être portée, organisée, rendue exploitable.
Dire qu'Adrien était innocent ne produisait aucun effet mesurable. Il fallait que cette innocence devienne un élément fonctionnel dans un système qui ne reconnaissait que ce qui pouvait être traité, classé, transmis, archivé. J'ai cessé de parler de justice. J'ai commencé à penser en termes d'efficacité, de mécanismes, de résultats concrets. C'est à ce moment-là que l'idée de devenir avocate a cessé de me paraître absurde. Elle ne m'a pas effrayé. Elle n'a pas suscité d'enthousiasme non plus. Elle s'est simplement installée comme une option viable. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Adrien. J'ai consulté les conditions d'accès, les équivalences possibles, les limites d'âge, les délais. J'ai noté les coups précis, droit d'inscription, manuel, déplacement. J'ai établi un calendrier approximatif. Il s'étendait sur plusieurs années. Mais il existait. Et c'était suffisant. Je me suis inscrite à des cours du soir, d'abord pour le droit administratif, ensuite pour la procédure pénale. Je travaillais la journée. Je nettoyais des appartements, je changeais des draps qui n'étaient même pas les miens. Le soir, je m'asseyais à la table étroite du studio et j'ouvrais des manuels empruntés à la bibliothèque universitaire. Les pages étaient en fine, l'encre parfois trop claire. Je soulignais peu, je recopiais beaucoup. Les mots devaient devenir familiers, presque ordinaires. Je voulais qu'ils cessent de m'impressionner. Je n'ai jamais cherché à être brillante, seulement exacte. J'apprenais ce qui revenait le plus souvent. Les formulaires standards, les délais impératifs, les nullités, les exceptions discrètes, les formulations qui invalident d'autres formulations. J'ai compris que la plupart des erreurs ne provenaient pas d'un mensonge volontaire, mais d'une omission, d'un document manquant, d'une signature oubliée, d'un délai dépassé de quelques jours. Le système ne punissait pas l'injustice, il punissait l'imprécision. Pendant ce temps, je continuais à observer. Les mêmes noms apparaissaient encore dans les décisions. Certains avaient changé de service, d'autres avaient été promus. Quelques-uns donnaient désormais des conférences. Aucun n'avait été inquiété, je notais les décisions rendues, les motifs invoqués, les raisonnements utilisés. Je repérais les contradictions mineures, les raccourcis. Je ne les appelais pas des failles. Je les considérais comme des zones d'imprécision exploitables. Quand Adrien m'appelait, je lui parlais de mes études. Il a d'abord cru que c'était une manière de m'occuper l'esprit. Je ne l'ai pas corrigé. Il m'a demandé pourquoi je faisais cela. J'ai répondu que je voulais comprendre les règles. Il a dit que c'était bien. Il n'a rien ajouté. Sa voix restait stable. Il parlait moins de l'intérieur, plus du temps qui passait. J'ai réduit encore mes dépenses. J'ai déménagé une seconde fois. Un studio, 30 mètres carrés, plus proche de l'université. Le loyer était plus bas. Les murs étaient en blanc. Il n'y avait presque rien à l'intérieur. J'ai vendu le reste des objets que je possédais. Je n'avais plus besoin de décor, seulement d'un espace fonctionnel, une table, une chaise, une étagère, une lampe. Le jour où j'ai réussi un premier examen important, je n'ai rien ressenti de particulier. Pas de soulagement, pas de fierté. J'ai rangé le relevé de notes dans la chemise en carton avec les autres documents. Ce n'était pas une victoire, c'était une confirmation. La suite n'était plus hypothétique, elle était désormais possible. Ce soir-là, en refermant mes livres, j'ai compris que je ne cherchais plus seulement à réparer ce qui avait été détruit. Je me préparais à intervenir dans un système précis, avec ses propres règles, ses lenteurs, ses angles morts, et que, pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement où placer mes mains. Je n'ai pas annoncé mon retour au tribunal. Je n'en ai parlé ni à Adrien, ni aux rares personnes qui me connaissaient encore. J'ai prêté serment un matin ordinaire, dans une salle presque vide. Les bancs étaient vendés froids. Les murs portaient des traces anciennes. J'ai répété les mots sans les ressentir. Ils ne m'étaient pas adressés. Ils appartenaient à la procédure. Une formalité nécessaire pour entrer, pas pour comprendre. J'ai commencé par accepter des dossiers simples. Aide juridictionnelle, comparution immédiate, des affaires sans intérêt médiatique, des prévenus pressés, des audiences rapides. Je travaillais tard. Je lisais chaque pièce, même celle que personne ne mentionnait. Je ne cherchais pas à convaincre. Je vérifiais. Date, signature, mention obligatoire, chaîne de décision. J'ai compris rapidement que la plupart des dossiers tenaient par habitude, pas par solidité. Ils avançaient parce que personne ne les arrêtait. Le dossier d'Adrien est revenu entre mes mains 2 ans plus tard, par un mécanisme banal, une demande de réexamen fondée sur un élément technique, un changement de qualification. Rien d'exceptionnel. Je l'ai traité comme les autres. J'ai relu chaque procès-verbal, j'ai comparé les horaires consignés avec les relevés téléphoniques. J'ai recoupé des témoignages laissés de côté. J'ai relevé des incohérences mineures, des détails négligés. J'ai déposé des requêtes précises, sans commentaire, sans insistance visible.
Les réponses ont mis du temps à arriver. Certaines n'arrivaient pas. J'ai relancé par écrit. J'ai respecté chaque délai, puis j'ai utilisé les suivants. Je n'ai accusé personne. J'ai demandé des confirmations. J'ai exigé des compléments. J'ai obligé les services à relire ce qu'ils avaient produit. Les premières contradictions ont été reconnues sans bruit. Puis d'autres. Le dossier a pris du volume. Il est devenu encombrant. Il circulait plus lentement. À l'audience, je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé peu, j'ai cité les pièces, j'ai laissé les documents faire leur travail. Les regards se détournaient parfois. Le juge prenait des notes. L'avocat adverse corrigeait ses phrases. Rien de spectaculaire, seulement un glissement progressif. Quand la décision était tombée, Adrien n'était plus le même. Il avait vieilli autrement. La détention avait modifié son corps, sa façon de se tenir. Il est sorti un matin de novembre. Il faisait froid. Le ciel était bas. Nous nous sommes tenus devant la porte du centre. Il n'a rien dit. Moi non plus. Nous avons signé des papiers, nous avons attendu encore. Puis nous sommes partis. Dans le train, il regardait le paysage comme quelqu'un qui apprend de nouveau à mesurer les distances. Les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Des dossiers connexes ont été rouverts. Des procédures internes ont été lancées. Des inspections discrètes. Des mutations sans explication publique. Des départs anticipés. Personne n'a parlé d'erreur. Personne n'a présenté d'excuses. Il n'y a pas eu de scandale, aucun titre. Le système n'aime pas le bruit. Il préfère les ajustements silencieux, les corrections sans visage. Je continue à travailler, je prends encore des dossiers que personne ne veut. Ceux qui traînent, ceux qui dérangent, je sais maintenant où regarder. Je sais quel délai fatigue le plus. Je sais combien de temps attendre avant de relancer. Je ne ressens rien de particulier quand une décision tombe dans le bon sens. Ce n'est pas une réparation. Ce n'est pas une victoire. C'est un déplacement. Une rectification tardive. Adrien vit ailleurs. Il travaille dans un atelier. Il loue une petite chambre. Il m'appelle parfois. Nous parlons de choses simples. Le temps, les horaires, les projets à court terme. Nous parlons peu du passé. Il n'y a rien à ajouter. Les mots seraient inutiles. Je suis encore assise dans cette cuisine. La même chaise, la même table. La lumière est toujours allumée. Il est presque 6 heures. Le jour commence à entrer par la fenêtre. Je vais l'éteindre maintenant. Ce que j'avais à faire est terminé. Le reste n'a pas d'importance.